Voilà, ce soir, BFM Story, vous l'avez compris, joue les prolongations. On sera en direct de Pau dans un instant avec Routel Krief qui doit interviewer Emmanuel Macron juste avant son meeting. On est à 11 jours du premier tour et les candidats multiplient bien sûr les déplacements et les meetings. Et ce soir, Emmanuel Macron est donc à Pau. Pour le leader d'En Marche, il est temps de redynamiser une campagne qui semble quelque peu patinée. On en parlera donc avec Routel Krief dans quelques minutes. La politique, c'est aussi les mots durs de François Hollande sur cette campagne qui juge hors sol. Elle sent mauvais, dit le chef de l'État, nos confrères du Monde et du Point. Et il va plus loin. Il estime que la percée de Mélenchon n'est pas une bonne chose. Il parle même de péril. L'émotion prime sur la raison. On regarde le spectacle du tribun plus que le contenu de son texte. Alors pourquoi Hollande s'engage-t-il ainsi dans la campagne? Est-ce que c'est une bonne chose, notamment pour Emmanuel Macron, qui semble être le seul épargné par François Hollande dans ses critiques? On en parle avec Guylaine Ottenheimer qui nous a rejoint. Bonjour, rédactrice en chef à Challenge. Thierry Arnaud est toujours là. Bruno Jeudi est là également. Bonsoir Bruno. Et puis Céline Braque, la directrice générale de l'Institut Doxa. Tout à l'heure, Céline nous disait c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron cette histoire. Parce que si on lit entre les lignes, eh bien, on comprend que François Hollande a choisi son candidat. Vous êtes d'accord avec ça, Guylaine ? Oui, tout à fait. Et en plus, je ne comprends pas très bien sa stratégie parce que pour le moment, qu'est-ce qui fait monter Mélenchon? C'est la baisse de Hamon. Donc s'il veut empêcher Mélenchon de continuer à grimper et bouleverser encore le jeu de qui, comme il dit, il faut soutenir Hamon. Enfin, ça serait un peu la logique. En plus, je ne vois pas à long terme qu'est-ce qu'il a à gagner à finalement changer de pied dès maintenant. Et puis je trouve que c'est un tout petit peu agaçant pour les citoyens d'entendre alors qu'il a renoncé à se représenter parce que quand même son bilan n'était pas extraordinaire, sa cote de popularité n'en parlons pas, la division au sein de son camp énorme, il renonce à se prononcer et il dit ça sent mauvais. Voilà, quand on a été 5 ans au pouvoir, avec les pouvoirs qu'on a à la tête de l'État, et ensuite il critique cette élection sur le fond, sur le côté démagogiste, populiste, qu'entraîne... Hors sol. Mais toutes les campagnes présidentielles sont comme ça. Et moi, j'ai rencontré... Ah bon, elle n'est pas pire que les autres? Mais si, elle est plus... Non, mais je pose la question. Non, mais il y a toujours eu, souvenez-vous de la fracture sociale de Jacques Chirac, si ce n'était pas de la grande démagogie face à Édouard Balladur, il y a toujours eu ces genres de discours. Et il avait qu'à aussi, lui aussi, faire des choix de changement de république, de changement d'institution. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Cambadélis, il m'avait dit, une des chances de François Hollande de se sauver, c'est de faire un grand changement sur les institutions. Donc finalement, il est un peu responsable. Voilà, il est commentateur du match de foot. Voilà. Ouais. Bruno Jeudi, vous partagez cela. D'ailleurs, on s'interroge pourquoi François Hollande, tout de suite, là, tout d'un coup, découvre que Mélenchon progresse. Alors il fallait qu'il en parle. Il est jamais meilleur que lorsqu'il commente la vie politique, hein, ça c'est clair. Et puis surtout, il retrouve ses habitudes de parler aux journalistes. En même temps, sur le fond, il dit des choses qui sont plutôt justes. Je trouve que cette campagne, c'est vrai, elle ressemble à celle de 95 ou 2002 surtout. Celle de 2007 ou celle de 2012 était probablement d'un meilleur niveau, faut quand même le dire. Et là, les controverses... L'ennemi, c'est la finance, les taxations oui, à 75%. d'accord. Mais enfin, les controverses se nouaient. D'accord, Guylaine, mais les controverses se nouaient autour de thèmes de fond et pas uniquement les affaires. Et on voit bien que cette campagne aura eu du mal à démarrer. Mais ce que je retiens de ce que dit le président, au-delà de ça, ou ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'au final, il votera, c'est un vote pour Macron. Enfin, il ne le dit pas encore. Il ne le dit pas, non, bien sûr. Il dit Mélenchon, c'est pas bien, Marine Le Pen, c'est pas bien, Fillon, c'est pas bien, Benoît Hamon, bof. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il vote pour tout. En creux, s'il faut traduire, c'est clairement un vote pour Macron et pas un coup de main pour Benoît Hamon, qui est en train de, doucement mais sûrement, s'approcher du pire score de la gauche sous la Ve République, c'est-à-dire un peu plus de 5. Quoi. Roland Quérol, bonsoir. Bonsoir. Que pèse politiquement encore la parole du chef de l'État? J'avais peur que vous me posiez cette question. Ça tombe sur toi. Oui, je crois qu'on avait oublié qu'il était président de la République. Ah oui, carrément. Ben oui, je crois que depuis qu'il nous a fait son discours d'abdication, il n'est plus là. Et pour les gens, c'est une page tournée. Donc j'ai bien peur que ça ne pèse pas beaucoup. Ça va peut-être servir à ceux qui se servent de lui pour dire regardez, Macron c'est Hollande, Hollande c'est Macron. Mais déjà ça marche pas très bien dans l'opinion. Depuis que Fillon a lancé ce thème, il semble pas avoir marqué les esprits. Donc que Hollande en rajoute une louche,
ce qui me surprend, parce que franchement, il y a des jours, Marine Le Pen, l'autre jour, on ne comprend pas pourquoi elle a lancé le pavé dans la mare du Veldiv, et là, je ne comprends pas pourquoi Hollande a cru bon d'intervenir. Alors on me dit, mais il a vraiment peur d'un combat Mélenchon-Le Pen. D'abord, dans l'état actuel des sondages, il se trompe. Ce combat ne se profile pas, il n'a qu'à attendre un peu. Et puis si ça se profilait pour un second tour, alors là, il pourrait intervenir avec un minimum d'autorité. Non, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'a peut-être pas envie de laisser les clés de l'Élysée, soit Jean-Luc Mélenchon qui le traitait de capitaine de pédalo, ou Marine Le Pen. Il est peut-être sincère. Tout simplement. Parce que laisser la clé à Mélenchon, à Le Pen... La sincérité n'excuse pas l'erreur. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, il n'appuie pas sur un bouton. Non, mais il n'est peut-être pas toujours cynique ou calculateur. Non, mais là, je pense que l'inquiétude est réelle. L'inquiétude existe depuis longtemps, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'en privé, il parle de cette position de Marine Le Pen qui l'inquiète beaucoup, que la perspective de l'avoir non seulement au second tour, mais lui considère que l'élection de Marine Le Pen, c'est pas une possibilité qu'il faut écarter totalement. Et là, est venue à s'ajouter à cette menace Le Pen une menace Mélenchon. Et en quelque sorte, il a considéré que le seuil critique était dépassé et qu'il fallait qu'il prenne la parole. Mais c'est compliqué parce que on voit aussi dans les études, Mélenchon est en train de devenir le vrai candidat de la gauche. Oui, non mais c'est clair. Il est en train de devenir finalement le vote utile à gauche chez Mélenchon. D'ailleurs, beaucoup d'électeurs d'Hamon qui se détournent et qui votent maintenant Mélenchon. Et même des Bérousses, c'est même des Bérouistes. Il y a 20% des Bérous qui avaient rejoint Macron qui sont passés chez Mélenchon. Donc finalement, les Bérouistes rouges. Finalement, Hollande a des mots quand même très durs sur un candidat de gauche qui est en plus un ancien socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Non mais franchement, ce discours, attention, Front National, le Front National, je veux dire, c'est pas ça. Non mais c'est pas ça qui empêche les gens de voter Front National. À la limite, j'ai l'impression que ça les... Ça n'empêchera pas les gens de voter Mélenchon non plus. Oui, ça leur donne encore plus envie. Non mais t'es qui pour nous dire ça? Voilà, comment notre vie a changé, les 75% sur la finance, le chômage, les jeunes, qu'est-ce qui a changé pour nous? Le logement, on est tombé au plus bas. Il y a un moment, les Français disent, non mais d'où vient le message? C'est pas tellement le message, mais c'est d'où il vient. Ensuite, sur Marine Le Pen, la meilleure antidote, c'est des propositions concrètes, enthousiastes, comme le fait Macron, comme l'aurait pu le faire François Fillon s'il n'était pas amoché par les affaires. C'est ça le contrepoison, c'est de construire un projet. Bon, en plus, Marine Le Pen, moi j'ai le sentiment qu'elle fait une très mauvaise campagne et qu'elle n'est pas, pour le moment, à ses meilleurs scores. On voit bien qu'il y a un tassement dans les sondages et qu'elle est loin des scores très dangereux dont on a pu se méfier. Et je rappelle quand même toujours un chiffre, que le maximum qu'elle ait fait dans les urnes, c'est 6 300 000 votants. 6,8 millions. 6,8 millions, pardon. Et pour gagner la présidentielle, selon le taux d'abstention, il lui faut 19 millions. Donc ça fait quand même pas mal de millions de Français qui n'auraient primo-accédant au vote Le Pen en 15 jours. C'est beaucoup. Quant à Mélenchon devenant candidat de la gauche, il ne faut pas non plus exagérer. La majorité absolue des sympathisants socialistes, la majorité absolue des électeurs de Hollande en 2012 continue à voter pour Macron. Donc voilà, il a si j'ai bien écouté Céline Braque, dans certains sondages, il a grappillé quelques voix socialistes, qui explique en partie son chassé-croisé avec Benoît Hamon. Il n'est pas devenu le candidat. Peut aller la progression de Mélenchon? Ça veut dire, si je vous écoute bien, Roland, c'est qu'elle s'arrête là? C'est-à-dire qu'il est à 18, 19, il n'ira pas plus loin? Moi, j'avais dit il y a un certain temps, il peut aller jusqu'à 20. Ça me paraît le maximum de ce qu'il peut faire, parce qu'il y a quand même des barrières dans l'opinion publique. Il y a des structurations de l'opinion publique. Et l'électorat socialiste, si on regarde ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il veut, il n'est en rien conforme à ce que croient Benoît Hamon et Mélenchon. L'électorat socialiste, dans tous les sondages sur n'importe quel sujet, c'est un électorat central de la société française. L'électorat socialiste, sur n'importe quelle question, il répond comme les Français dans les sondages. C'est dire qu'il est pas tenté par une poussée de fièvre. Qu'est-ce qui lui fait peur à cet électeur chez Mélenchon? Qu'est-ce qui lui fait peur? Oui. Parce que Mélenchon a quand même changé, il est moins agressif, il est moins brusque, il a un côté instituteur, rassurant aussi. Bien sûr, c'est bien pour ça qu'il a fini par remonter et par éclipser Benoît Hamon. Et il peut monter encore, parce qu'il peut y avoir encore des gens qui quittent Benoît Hamon. Il est encore un peu siphonné. Voilà, il peut siphonner, son réservoir naturel, il est là. Les autres, c'est ce que propose. On n'en parlait pas beaucoup du programme de Mélenchon. Hein. On parlait du côté tribun. Les gens savent un minimum de choses. Ils se disent, mais quoi, la retraite à 60 ans, la réduction de la durée du travail, l'augmentation générale des salaires.
supplémentaires, l'augmentation du financement de sa campagne, les impôts, c'est des choses les impôts. 35 milliards d'impôts supplémentaires. Même pour l'électeur socialiste réformiste moyen, il est en dehors des lignes. Ouais. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va quand même pas utiliser les propos de François Hollande pour effectivement ils en sont dire, déjà, voyez bien. Ses lieutenants, Alexis Corbière, Raquel Garrido, ils s'en donnent déjà à cœur joie depuis que l'interview a été mise à l'antenne. Et évidemment, pour eux, en plus, ils voulaient cette campagne contre François Hollande. Finalement, en fin de campagne, il apparaît comme le 12e homme de cette présidentielle. C'est inespéré pour Jean-Luc Mélenchon, qui va probablement ce soir, dans son discours ou dans les jours prochains, va s'en donner à cœur joie sur Hollande. D'autant plus qu'il est à Lille, ville socialiste. Qu'il n'aura cessé de matraquer tout au long du quinquennat. Et n'oublions pas que les communistes n'ont pas voté la confiance dès le début du quinquennat. Donc la boucle est bouclée, là. Il va pouvoir y aller ce soir. Ouais. Alors Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, il devient la personnalité préférée des Français selon le sondage Ipsos Le Point. Alors vous dites, il y a peut-être un plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est spectaculaire quand même. Le regard porté par les Français a changé sur Jean-Luc Mélenchon en finalement assez peu de temps. Oui, mais vous demandez autour de vous, tout le monde le trouve très sympathique. Il est cultivé. Ce n'était pas le cas forcément il y a 5 ans, le côté sympathique. Il y a 5 ans, mais c'est dans cette campagne. Il est plutôt cultivé, c'est le meilleur tribun. Il parle des problèmes des gens et dans ses notamment vidéos YouTube, on le voit interviewer ou parler des problèmes des caissières des grandes surfaces qui ne peuvent pas. Donc il fait une bonne campagne. C'est de la popularité. Attention, c'est de la popularité. C'est de la popularité. C'est le truc sympathique, c'est la popularité. Ça veut dire quoi maintenant, c'est pas bien populaire pour gagner. Je trouve sympa, mais c'est pas pour ça que je vais vous demander forcément en mariage. Voilà. Olivier. Et bon, là, forcément, je vais pas forcément mettre mon but. C'est dur en direct de prendre cette attaque. Georges Marchais. Non, je termine. Les gens ne vont pas forcément mettre leur bulletin dans l'urne, parce que quand même si 60% des Français disent quand même qu'ils se déterminent en fonction du programme. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent tout, ils regardent 2 ou 3 mesures, mais quand même, il y a une petite tonalité générale qui est quand même très utopique, et on le carnet de chèques à tout va, on nationalise, etc. Les gens, ils ont compris que les nationalisations de 81, ça n'a pas rendu la vie des ouvriers meilleure. C'est de la popularité, il ne faut pas confondre avec les intentions de vote. Incontestablement, il réussit une mutation d'image incroyable en 5 ans. Après, si on veut prendre quelques exemples, Georges Marchais était populaire. Georges Marchais, dans le fameux classement des personnalités préférées des Français du journal du dimanche, il était dans les 10 personnalités les plus préférées. Il n'y en a pas beaucoup des politiques qui arrivent à des hauts niveaux. Georges Marchais était très haut, par exemple. Mais Georges Marchais, présidentiel, combien il a fait en 98 ou 19 ? Bon, voilà. Et à l'époque, on allait voir les gens allaient voir ces meetings comme un show. Mais en même temps, c'était. Alors, faisons un peu d'histoire politique. Il n'a jamais pu accéder. Et je tourne vers Roland. 1969, on cite beaucoup cette élection 1969 où justement cette année-là, effondrement du candidat officiel socialiste qui était à l'époque Gaston Defferre, et quand même bon score du candidat communiste à l'époque Monsieur Duclos qui fait 20%. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette situation? C'est pas complètement impossible. C'est la crainte de ceux qui soutiennent Benoît Hamon. On sait qu'il y a un bas du bas qui est 5%. Dans certains sondages, il est à 8. C'est un match assez rude pour lui. Et ce qui s'était passé, c'est qu'on avait de la même façon un parti socialiste dont l'image s'était complètement effacée en 1969. Dans l'après-68, et c'était 2 ans avant que Mitterrand le régénère, on a un parti socialiste faiblard que Savary essaye de reprendre. On a une campagne de ce Gaston Defferre, toujours flanqué de son futur Premier ministre, Pierre Mendès France, et entre eux, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc voilà, la faconde de Jacques Duclos. Et le fait surtout que Jacques Duclos ne tienne plus un discours de programme communiste, mais tienne un discours proche des gens, en essayant de parler de choses qui les amusent, qui les intéressent, ça marche. Et c'est ce qui se passe un peu là. C'est un peu les recettes de Mélenchon. C'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que Mélenchon, il a un peu oublié son programme de début de campagne. Il est toujours là, le programme, écrit. Si vous allez sur son site internet, vous verrez ce qu'il propose. Mais vous l'entendez beaucoup moins dans les mesures, dans les meetings et dans les émissions de télé en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient aux valeurs traditionnelles de la gauche. Et ça fait plaisir à un électorat de gauche qui pensait que ces valeurs-là, il les entendrait chez le candidat socialiste. Et Benoît Hamon les a oubliées. Benoît Hamon ne fait pas campagne sur les valeurs socialistes. Oui, mais il a mis quand même des idées un peu nouvelles
dans le débat. Alors après, on est d'accord ou pas, mais le revenu universel, la taxation des robots... Voilà, et bien ça marche pas. L'écologie. Ça a fait un succès d'intérêt, et puis voilà, c'est retombé, les gens se demandent vraiment à quoi ça rime, et ils attendent du candidat socialiste qu'il leur dise des choses sur la justice sociale, sur la lutte contre les inégalités. Il a un peu télévangéliste, avec les valeurs, en plus, il n'est pas excellent du point de vue technique. Ce qui est fort, c'est qu'il fait surtout oublier son programme, Mélenchon. Rappelez-vous quand même, les courbes se sont croisées 2 fois, c'est extrêmement rare dans une campagne présidentielle. Au début, avant la primaire, on testait Hamon ou Valls, parce qu'on ne savait pas lequel des deux ce serait. Il faisait 8 ou 9 dans les sondages. Et Mélenchon faisait 15 à ce moment-là. La primaire a boosté Hamon, l'a monté à 15, et Mélenchon est descendu à 10. Parce que les gens se sont dit, voilà, un vrai candidat socialiste. Et il ne joue pas le rôle du vrai candidat socialiste. Mais alors, le vrai coupable de la montée de Mélenchon, c'est la faillite de Hamon. Ce qui est dingue, c'est qu'on entend maintenant certains dire qu'il faudrait que Benoît Hamon se retire. Ça paraît ça lui a été pour laisser Mélenchon et lui donner une chance d'accéder au second tour. D'abord, il ne peut plus se retirer, c'est trop tard. Bien sûr, enfin, Alexis Corbière, c'est quasiment ce qu'il a dit en disant qu'il faudrait que maintenant Hamon arrête de nous embêter parce qu'il y a une dynamique Mélenchon. Et je crois savoir que des proches de Benoît Hamon l'ont envisagé. Oui, et Alexis Corbière, il dit si le fait qu'il maintienne sa candidature empêche Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour, je pense que Benoît, intérieurement, le vivra mal. Il va évidemment pas se retirer, Benoît Hamon, mais ce qui est clair, c'est qu'il a plus que quelques jours, ça se compte même en heures maintenant, pour essayer de trouver une réponse convaincante à la question suivante, à quoi cela sert-il de voter pour Benoît Hamon? En quoi ce vote est-il utile et que veut-il dire? Et à ces questions-là, il n'a pas produit de réponse convaincante. Et son problème, c'est qu'on est dans son position. Il y a des dynamiques de fin de campagne. Et on n'a pas envie de voter, si vous me permettez de dire les choses de manière un peu brutale, pour un loser. On n'a pas envie de voter pour quelqu'un qui va faire 8 ou 9%. Sauf si on est sûr de ce qu'il raconte, que c'est vraiment... Et donc cette position-là, elle est extrêmement difficile à gérer si près de la ligne d'arrivée. Une dernière question concernant François Fillon. Plusieurs proches de François Fillon disent la poussée de Mélenchon, c'est une bonne nouvelle. Le bon vieux clivage gauche-droite se met en place et Mélenchon, c'est parfait pour nous, on peut lui taper dessus. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qu'écrit le Figaro ce matin. Est-ce que disait François Fillon hier de Mélenchon? On va remobiliser notre camp contre Mélenchon. Ça peut marcher? Ils ne voudraient pas que Mélenchon arrive devant François Fillon. Là, ils ont fait leur principal ennemi. Mais tactiquement, c'est leur meilleur allié parce qu'il peut en prendre un petit peu à Macron, il peut en prendre... la peur de Mélenchon peut faire voter Fillon, c'est ce que... Il peut en prendre quand même un petit peu à la marge. Le problème de Fillon aujourd'hui, c'est de remonter. Là, il arrive au score qu'il faisait finalement avant le Pénélope Gate avec 19-20. Parce qu'il avait beaucoup baissé avec les polémiques sur la santé, sur son programme. Il avait beaucoup baissé début janvier, février. Il était redescendu très bas. Il remonte à ça. Maintenant, il reste flat. On sent qu'il n'arrive pas à redépasser ce plafond de verre. Alors que Macron, lui, baisse un petit peu depuis 4-5 jours, mais la marge est encore très très grande. Un mot sur ça, sur Fillon? Moi, je pense que la marge n'est plus très grande. Il a perdu 3,5 points en une semaine, Emmanuel Macron, et c'est la glissade. C'est quand même la glissade. François Fillon remonte, alors c'est vrai, pas à pas. C'est une stratégie, évidemment, il ne peut pas créer de dynamique, il ne peut espérer que l'emporter dans une photo finish pour lui. Mais c'est surtout Emmanuel Macron qui baisse maintenant régulièrement. Bonne transition, Bruno, parce qu'on va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Routel Krief est à Pau pour s'entretenir justement avec Emmanuel Macron juste avant son meeting. Alors, est-ce qu'il y a un petit coup de mou pour le leader d'En Marche? On en parle dans un instant dans BFM Story, juste après les infos. À tout de suite.